Bien, bonjour à tous, à toutes et à tous. Il est 10 heures, donc on va être à l'heure. Nous allons commencer notre table ronde dédiée au recyclage et au réemploi. Donc avec trois intervenants, donc Myriam de Ferry du cabinet Alma. Alors ça c'est le bruit de fond, on n'y peut rien, on est à Polytech, il y a beaucoup d'intervenants. Noé Bache de Mobius et Noémie Laurent de Escoffier Recyclage. Donc dans un premier temps, je vais leur passer la parole pour qu'ils se présentent, qu'ils présentent leurs activités et en fonction de leurs spécificités, qu'ils fassent un bilan de l'actualité du réemploi ou du recyclage et de la valorisation. Et dans un deuxième temps, nous aborderons les conséquences ou les incidences de la REP par rapport donc à leur métier, donc au recyclage et au réemploi. Nous terminerons donc la conférence par l'écoute de vos questions et nous tâcherons d'y répondre de manière effective et efficace. Voilà, nous commençons et honneur aux dames, je laisse la parole à Myriam. Allez. Merci Olivier et bonjour à tous. Comme vous venez de le dire, je suis effectivement donc avocate et enseignante en droit de l'environnement industriel. Je travaille dans le cabinet, au sein du cabinet donc Alma Avocat, qui intervient beaucoup en droit de la construction, en droit des déchets, en droit des ICPE, en commande publique, donc évidemment un certain nombre de thématiques qui nous amènent à traiter de la question des déchets, et plus particulièrement des déchets du bâtiment. Ces compétences nous ont amenés ces derniers temps à travailler plus en détail sur la question du réemploi, de la réutilisation des déchets, du point de vue du droit des déchets, mais aussi plus largement des responsabilités en présence, puisqu'effectivement la loi AGEC fait bouger un peu les choses et va transformer, va faire évoluer les rapports de force existants entre les rapports en présence et pose également de nouvelles questions de responsabilité, notamment de responsabilité juridique. Bien évidemment, c'est ce qui va intéresser tant entre les acteurs privés dans le cadre des contrats que par rapport, bien sûr, aux autorités administratives qui sont compétentes en matière de police des déchets. Donc les textes aujourd'hui nous donnent des définitions relativement précises de ce qu'est le réemploi, de ce qu'est la réutilisation. Vous savez, le réemploi concerne donc un produit qui est réemployé à des fins identiques et qui ne passe pas par le statut de déchet, alors que pour le droit, toujours pour le code de l'environnement, la réutilisation, là, va venir désigner un produit qui est devenu déchet, mais qu'on va pouvoir réutiliser à d'autres fins par la suite, après traitement. Donc on a des définitions assez claires de ce point de vue-là. Le déchet est également, bien sûr, défini par le Code de l'environnement, mais ces définitions, nous pourrons le voir assez vite, ces définitions vont malgré tout soulever des questions pour le futur du réemploi, puisque toutes les possibilités, toutes les options qui existent en pratique ne sont pas forcément appréhendées par le droit, ce qui va soulever de nombreuses questions. On pense notamment juste au réemploi de matériaux à des usages différents, car aujourd'hui le texte définit le réemploi comme l'usage de matériaux, de produits à des fins identiques à celles qui étaient ses fins initiales. Sur le premier point, le plus classique, la réutilisation des matériaux. Donc, comme je le disais, là, il s'agit d'un produit devenu déchet qu'on va réutiliser. Et dans cette hypothèse, on passe normalement en droit, et le code le prévoit, par une sortie du statut de déchet. Cette sortie du statut de déchet, elle implique de remplir un certain nombre de conditions qui sont prévues par les textes, notamment donc l'objet doit être utilisé à des fins spécifiques, il doit répondre à un marché, à une demande, et il doit respecter la législation environnementale, bon voilà, de façon large. La loi AGEC a entendu simplifier cette procédure en supprimant l'exigence de traitement en installation classée pour la protection de l'environnement, et désormais donc ce traitement peut être fait dans une installation simple. Donc on voit là une volonté du législateur quand même de faciliter les hypothèses de réutilisation dans la loi AGEC et donc de favoriser la réutilisation des matériaux, des produits qui sont devenus déchets. Sur le réemploi, comme je le disais tout à l'heure, là c'est un petit peu différent. Alors, pour revenir sur la réutilisation, il faut dire qu'il y a aussi une sortie du statut de déchet implicite qui est prévue par les textes
pour les produits, les matériaux qui vont pouvoir faire l'objet d'un usage identique. Les produits matériaux devenus déchets qui vont faire l'objet d'un usage identique et pas différent, eux passent par une sortie de statut de déchet simplifié, qui est une sortie de statut de déchet implicite. Le réemploi, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il est défini par les textes comme l'utilisation, donc le réemploi d'un produit qui n'est même pas entré dans le statut de déchet, donc le produit est réemployé directement à des fins identiques. Le texte encadre bien désormais le réemploi défini de cette façon, en s'intéressant au réemploi en amont avec évidemment le diagnostic produits, matériaux, déchets, donc le diagnostic qui a été modifié et étendu pour faciliter, promouvoir les hypothèses de réemploi. Oui, et qui est même devenu le PEMD, le produit équipement, matériaux, déchets, puisque ça va tellement vite que les textes ne sont à peine pas encore sortis que déjà ils les changent. Oui, effectivement. Merci de préciser. Bon, en tout cas, le diagnostic qui va permettre de faire finalement l'état des lieux et l'état des propositions de la façon dont on peut réemployer les matériaux, qui est visé par le Code de la construction et de l'habitation cette fois, pour nos juristes, pas par le Code de l'environnement. Et qui va donc permettre effectivement d'indiquer toutes les possibilités de réemploi des matériaux. Donc ça pour la partie amont, et pour la partie aval, comme on expliquait, là effectivement on retombe dans cette question plus environnementale de l'approche juridique du matériau, où on ne passe pas par le statut de déchet, mais comme je l'indiquais, aujourd'hui des questions sont posées par le fait que ce réemploi n'est défini que pour un usage identique. Or, les acteurs s'intéressent finalement au réemploi aussi pour des usages différents du matériau. Donc évidemment, on va se poser la question de savoir si cela rentre dans la définition juridique du réemploi ou pas, et si on peut éviter précisément aux producteurs de ne pas passer par la case déchets qui implique des obligations administratives spécifiques. Donc à ce jour, la réponse n'est pas clairement fournie par les textes. Tout laisse à penser. Donc si on s'en tient vraiment à la loi, évidemment, le réemploi, comme je le disais, est défini pour un usage identique. Donc a priori, cela ne couvrirait pas l'hypothèse d'un emploi différent. Mais l'administration, et notamment une note du ministère en charge de l'environnement, a pu laisser penser qu'on admettait le réemploi et de parler de réemploi aussi pour des usages différents, ce qui pourrait favoriser et promouvoir cette hypothèse. Voilà. Mais c'est vrai que la question juridique n'est pas encore parfaitement résolue. Et induire quelques complexités et complications de compréhension, si tant est que c'était simple jusqu'à maintenant. Oui, effectivement. Bien. Voilà. Merci. Donc, j'ai passé la parole à Noé, puisqu'on va aller dans l'ordre des choses en termes de timing. On commence par le réemploi avant d'aborder le déchet. Et tout à l'heure, on reviendra quand on parlera de la réincorporation, donc des éventuels problèmes ou réflexions juridiques qu'il peut y avoir concernant des non-conformités qu'il y aurait dans les produits réincorporés. Mais je vous laisse reprendre votre souffle. Je vais laisser Noé nous présenter sa structure et nous parler du réemploi aujourd'hui. Bonjour, donc Noé Bache, je suis le cofondateur de Mobius Réemploi. Merci à vous d'être présent et de nous écouter. Alors, ça fait 4 ans maintenant qu'on s'est mis à faire du réemploi de matériaux de construction. La question étant déjà pourquoi. Globalement, en France, si vous êtes ici, c'est qu'on peut se féliciter d'être les champions de France en fait de la génération de déchets, à hauteur de 40% en fait environ en termes de masse. On est également, donc par là même, si on génère des déchets, ça veut dire qu'en face, on va consommer en fait des produits neufs. Consommer des produits neufs, c'est consommer de la ressource matérielle, c'est consommer en fait de l'énergie également. Et tout ça finit globalement avec un secteur d'activité, là je parle du bâtiment, de la construction, on est globalement responsable de 35% des émissions carbone en France, donc c'est pas rien. Le dernier sujet, le dernier constat, c'était quand on a commencé à faire les premières analyses de cycle de vie en fait dans la construction, c'est assez récent. Jusqu'à la réglementation thermique jusqu'à présent, on ne réfléchissait qu'en énergie et pas en carbone, donc on ne réfléchissait qu'en fait à l'énergie d'usage.
Donc tout ce qui intéresse finalement l'énergie qui va être consommée pour notre propre confort, donc pour chauffer, pour climatiser, pour ventiler, pour éclairer, et ainsi de suite. Et donc en faisant l'analyse de cycle de vie global, donc en rajoutant les matériaux donc, qui permettent d'abriter finalement ces lieux qui nous permettent d'avoir du confort, on se rend compte que cette énergie qui est consommée sur la durée de vie, c'est 50% des émissions de carbone, et les autres 50%, c'est les matériaux. Et ça a été un choc en fait, quand on a découvert ça. Donc du coup, autant les premiers 50% d'énergie, bon bah là vous avez une enveloppe plus performante, vous avez des systèmes plus efficaces, vous mettez en place des systèmes d'énergie renouvelable. Globalement, on a trouvé les solutions, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais sur les matériaux, là, il y a un véritable boulevard, puisque globalement dans la construction, on n'utilise que des matériaux neufs et un peu du recyclé. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer le bilan carbone d'une construction par ces matériaux? Soit vous construisez en biosourcé, donc en bois, soit vous construisez en géosourcé, en pierre, soit justement vous vous rendez compte que on démolit énormément de choses et on se rend compte qu'il y a des matériaux, des produits, des équipements qui ont encore une durée de vie en fait résiduelle. Et donc là, il faut foncer dans le réemploi et ça permet justement d'abaisser l'émission carbone de la construction, de limiter les consommations de ressources et donc également énergétiques. On a le droit de faire une maison en paille aussi. On a le droit de faire une maison en paille aussi, également, de réemploi. Du coup, Mobius, nous, on a démarré en fait par le conseil, chose qu'on fait au quotidien. Donc, on conseille maîtrise d'ouvrage public comme privé à déconstruire plutôt que de démolir. Quel est le process dans ce cas de figure-là? Voilà, vous êtes propriétaire d'un bâtiment ou de plusieurs bâtiments. On va venir en fait faire ce grand catalogue IKEA de tout ce dont quoi vous êtes propriétaire. Ça s'appelle un diagnostic ressources. C'est devenu en fait légalement maintenant donc le diagnostic PEMD. Donc qui arrive en lieu et place du diagnostic déchets. Pour faire vraiment le distinguo entre les deux, c'est le diagnostic déchets. Vous avez une construction, vous allez réfléchir en termes de mètres cubes ou en termes de kilogrammes en fait de déchets, que ce soit du béton, du bois, de l'acier, je ne sais quoi. Alors que le diagnostic produit, équipement, matériaux, en fait, là, on va réfléchir combien de mètres cubes de béton j'ai, certes, mais combien j'ai de briques, combien j'ai de menuiserie extérieure, combien j'ai de mètres carrés de moquettes, combien j'ai de kilomètres linéaires de cloisons vitrées, de cloisons pleines, pour vraiment distinguer le produit de la matière d'origine et donc réfléchir plutôt à son réemploi qu'à sa recyclabilité. Je me permets de t'interrompre 2 minutes. Diagnostic qui est quelque chose d'important pour Fédérec, puisque on a fait une table ronde hier sur le sujet. Fédérec est porteur de la première certification pour les formateurs, pour les diagnostiqueurs PEMD. Cette formation sera effective à partir du 15 novembre et ça sera une formation certifiante inscrite au RNCP. Donc c'est quelque chose dont Fédérec s'est fortement approprié et a voulu être constructif sur le sujet. Donc effectivement, je te redonne la parole. Il y a notre diag PEMD qui donne le bilan entre ce qui peut être réemployé et puis ensuite le reste. Le diag ressources venant ensuite et se focalisant, si j'ai bien compris, sur le seul réemploi et allant très loin dans les possibilités de réemploi. Je te laisse continuer. Exactement. Donc, vous avez ce diagnostic ressources-là, donc vous savez tout ce dont quoi vous êtes propriétaire. Bon, une fois qu'on a fait ça, on n'a encore pas fait grand-chose, puisqu'il va s'agir en fait de créer un schéma directeur, en disant qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on vend à ce moment-là. C'est les 3 exutoires en fait que vous avez. Donc la première des choses, pour faciliter le réemploi, c'est la conservation. Donc quand je dis conservation, c'est la réhabilitation plutôt que la démolition, construction neuve. Et avec on va dire des franges de conservation qui peuvent être très importantes. C'est pas uniquement en fait le gros œuvre qui peut être concerné, mais vous avez aussi quand dans un bâtiment de bureau vous avez du câblage électrique ou vous avez des nourrices, enfin ce genre de choses. Pourquoi les changer si elles sont en normes et que vous allez mettre peu ou prou en fait la même chose a posteriori. Et en fait là, ça tient du réflexe souvent chez les maîtrises d'ouvrage de jeter des choses qui au final peuvent être tout simplement conservées. Alors oui, ce ne sera pas neuf. Oui, le futur preneur ou le futur acheteur en fait aura cette sensation d'avoir un produit qui n'est pas neuf, mais ça va justement dans le sens de la conservation du réemploi. On pourra faire une parenthèse sur l'esthétique du réemploi parce que ça pose beaucoup de questions culturellement parlant. Qu'est-ce que j'achète? Pourquoi j'achète au même prix, voire plus cher, en fait, un matériau qui n'est pas neuf? Je referme la parenthèse, on pourra en discuter. Du coup, une fois qu'on a fait donc, ce schéma directeur-là, donc ça vous pouvez garder. Il y a beaucoup d'éléments en général et plus particulièrement en fait dans le logement.
voire dans le logement social, puisque en gros, on a des bâtiments qui ne sont pas forcément très bien entretenus, donc on arrive 20, 30, 40 ans plus tard avec des éléments dont la maîtrise d'ouvrage ne souhaite pas forcément la dépose pour le réemploi en fait sur le site même. Donc on passe par de la donation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'artisans qui souhaitent faire des économies, donc en gros en échange de leur temps, vont venir sur ce site pour aller déposer eux-mêmes et repartir en fait avec la matière. De la sorte, en fait, vous rendez service en fait, à des personnes, à des associations. Justement, nous, on le fait très régulièrement en région parisienne, en Ile-de-France, avec des associations comme Emmaüs, comme le SAMU social, où il y a des bénévoles qui ont le temps de déposer et après qui récupèrent en fait à très faible coût des matériaux pour justement faire des centres d'hébergement ou je ne sais quoi. Mais ça va aussi à l'artisan qui se dit je vais récupérer des matériaux pour pouvoir proposer des matériaux d'occasion à des clients qui ont peut-être un peu moins de ressources, de revenus pour leurs opérations. Donc ça, nous, notre boulot, c'est d'organiser ça en amont. On envoie le diagnostic à tout un pool associatif et d'artisans. On a des demandes en retour. Venez visiter, vérifier que c'est bien ce qui vous intéresse. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour une journée de dépose collaborative où vous venez avec vos équipements, vous prêtez patte blanche avec votre assurance. Et puis on fait bien sûr, donc, puisque la question du statut du déchet nous l'impose, ce bordereau de transfert de propriété là qui dit que voilà, la maîtrise d'ouvrage est responsable de ces déchets quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un déchet, ça a une valeur technique, ça a une valeur en fait pour quelqu'un qui va le récupérer. Donc il y a transfert de propriété de la maîtrise d'ouvrage vers l'association ou l'artisan qui va récupérer ça, donc sans passer par le statut du déchet. Ce qui fait que la maîtrise d'ouvrage est libérée en fait de toute responsabilité sur le traitement futur de ce matériau-là en termes de déchets puisqu'il ne l'est plus. Très bien, mais merci pour ce brillant plaidoyer pour le réemploi. Bon, malgré tout, il y a quelques, pas fini, quelques déchets qui restent, donc Noémie va prendre la suite. Voilà, j'allais te dire, n'oublie pas de nous parler de tes spécificités qui sont le faux plancher et puis les portes qui ne sont pas des tables ou des tables qui ne sont pas des portes. Donc dans cette longue introduction, donc effectivement, donc il y a conservation, donation, vente. Donc vente, ça veut dire que en gros, on va aller vendre ça à soit un reconditionneur. Et en fait, effectivement, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y avait pas ou peu de filières de réemploi en fait aujourd'hui. C'est un peu le mal du réemploi aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup ici à le réfléchir, à le penser, à le diagnostiquer, mais il faut que des gens comme vous et moi ou des industriels en fait s'accaparent vraiment de ce sujet-là, qui est de créer massivement des centres de reconditionnement. Et donc en gros, faisant le constat qu'en faisant uniquement du conseil, on n'arrivait pas justement à massifier tout ça, on est devenu en fait industriel. Et on a démarré par le matériau qui nous semblait le plus simple, à savoir le faux plancher technique des bâtiments de bureaux. Pourquoi? C'est un matériau qui coûte cher, c'est un matériau qui est extrêmement carboné et c'est un matériau qui tient durablement en fait dans le temps et qui ne se voit pas puisqu'il est caché sous la moquette. Donc aujourd'hui, nous, on a en région parisienne une usine de 3500 m² où on reconditionne 80 000 m² de faux planchers en fait annuellement qu'on vient récupérer donc via les entreprises de démolition dont c'est le métier de déposer ce faux plancher-là, on met à charge, donc on récupère ces éléments-là via le transport, ça arrive chez nous. On met les moyens industriels de reconditionnement. Bien sûr, il faut retester ces dalles-là pour pouvoir les assurer. Et ça repart sur des opérations en fait neuves ou réhabilitées, avec effectivement à la clé une économie carbone d'environ 75% sur ce matériau-là. Et c'est tout l'intérêt en fait du réemploi, c'est cette économie d'une part de je ne génère plus de déchets, je ne génère plus de consommation de matière, donc je ne consomme pas d'énergie pour la transformer, donc je n'émets pas de carbone. C'est vraiment tout l'intérêt du réemploi. Et enfin, on s'est intéressé également à d'autres franges qui parlent un peu plus au tout un chacun donc de réemploi, qui était le mobilier. Donc sur une des opérations qu'on avait donc sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, en collaboration donc avec Vincent Parera, architecte, qui a dessiné en fait ce mobilier-là. On a transformé 1200 portes en tables qui ont été utilisées pour le dernier salon du bois donc à Paris, en collaboration également avec le pavillon de l'Arsenal, qui nous a justement filé un coup de main pour lancer cette chose-là. Je peux? Merci Noé. Bon, je crois que vous avez commencé à comprendre l'enthousiasme qu'il peut y avoir avec le réemploi, mais aussi les freins qui restent et qu'on a tous à se mobiliser dessus. Donc malgré ce réemploi, il y a encore des déchets. Ces déchets, on les valorise et on les recycle.
Et donc, Noémie, je vais te laisser la lourde tâche de nous expliquer comment ça se passe. Oui, vas-y, comme ça je pourrais t'interrompre facilement. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Noémie Laurent et je travaille au sein d'une entreprise de collecte, traitement de déchets, de manière générale, de tout type de déchets, et on a une partie qui est vraiment dédiée à l'accompagnement de nos clients sur la thématique des déchets du bâtiment et des travaux publics. Je vais préciser ça, ce point pour tout à l'heure. Effectivement, donc on a beaucoup parlé du réemploi et de la possibilité que ça pouvait représenter. Aujourd'hui, le gisement de déchets, c'est 46 millions de tonnes. Donc avant qu'on réemploie 46 millions de tonnes de déchets, il faut qu'on trouve des solutions, et on en a déjà, qu'on propose depuis un certain nombre d'années pour les entreprises qui génèrent ces déchets. Donc le rôle des entreprises du déchet, de recyclage de déchets, c'est d'accompagner leurs clients déjà dans la conscientisation de ce déchet. Le déchet, c'est pas très sexy. Généralement, ils veulent même pas voir qu'ils en produisent quelque part. C'est une ligne de coût. Si ça pouvait disparaître avant qu'ils reviennent sur le lendemain sur le chantier, ça serait beaucoup mieux. Donc, nous, notre savoir-faire, c'est d'être vraiment réactif par rapport à leurs besoins techniques sur la surface disponible sur le chantier, tout en proposant des solutions qui sont adaptées au traitement de ces déchets. Il ne s'agit pas, à l'ancienne, de tout mettre dans un trou. Il s'agit d'aller chercher toute la valeur possible dans les matériaux pour derrière en refaire quelque chose, leur donner une nouvelle vie. Donc on a parlé tout à l'heure impact carbone. Le recyclage des matériaux permet de réduire la consommation de ressources, permet de réduire l'impact de carbone des matériaux qui sont réutilisés, soit pour le bâtiment, soit pour d'autres choses. Donc le savoir-faire des entreprises de recyclage, c'est d'aller proposer de la collecte et du traitement derrière et de vérifier une qualité pour répondre à un cahier des charges industriel pour remettre derrière des matériaux qui ont un impact carbone réduit. Donc voilà, c'est complémentaire au réemploi et avec la réflexion de pouvoir adresser un grand nombre de volumes parce que les volumes générés par jour sont très importants. Merci. Donc, dans, je dirais, la phase première, donc, c'est de faire disparaître les déchets légalement du chantier en enlevant la benne. Voilà. Et donc la deuxième phase, c'est quand même, qui est notre sujet également, c'est de réincorporer tout ça par des matériaux qui vont devenir des matières premières issues du recyclage. Et donc c'est toute la réflexion de notre métier de recycleur pour avancer et faire progresser et limiter aussi quand même les ressources, enfin l'attaque des ressources naturelles. Voilà, tout à fait. Donc en fait, on a un espèce de rôle de synapse, de s'adapter par rapport au type de client. Donc on va avoir autant des déchetteries dédiées aux professionnels pour les accueillir dans des bonnes conditions et reprendre leurs déchets, que des centres beaucoup plus massifiés pour répondre aux gros chantiers. Et derrière, d'assurer, de les accompagner pour changer leurs pratiques. On parle de tri à la source pour permettre une préservation de la matière et garantir un cahier des charges plus qui répond aux attentes des industriels derrière. Et puis derrière, on peut avoir un surtri pour s'assurer que le déchet qui sort du chantier correspond bien, encore une fois, à ce cahier des charges, voire un tri carrément quand la place ou quand le temps ne permet pas de séparer à la source les typologies de déchets. Pour donner des ordres de grandeur selon les typologies de déchets de construction ou les chantiers de déconstruction, rénovation, on va avoir plus ou moins de matériaux inertes. Donc ça c'est le plus gros volume, on va dire, sur lequel on arrive à avoir des solutions de valorisation. Il y a des projets de recyclage du béton qui sont en place, où on va avoir de la valorisation en remblai ou dans carrément refaire des sous-couches de bâtiments, etc. On va avoir, selon les typologies du chantier, de bois. Aujourd'hui, le bois, on le valorise à 70%. Il y a de la valorisation matière ou il y a de la valorisation énergétique. Tout ce qui est partie métallique dans les charpentes, on a des bâtiments industriels. Alors nous, moi je viens de la Haute-Savoie, on a même du démantèlement de cabines de télésièges, donc il y a beaucoup de parties métalliques. Voilà, les parties métalliques, on est jusqu'à 90% de recyclage. En fonction des enjeux et des typologies, on n'a effectivement pas le même tri à la source par rapport au volume à regrouper. On va voir le plâtre aujourd'hui, la filière se développe pas mal, on est autour de 13% de recyclage. Vous voyez, on a quand même des grosses marges d'amélioration sur lesquelles on doit continuer à avancer et identifier l'ensemble des freins. On a
un des gros freins qui change, mais dans la mentalité de toute la chaîne, c'est à la fois de travailler avec le générateur du déchet pour lui dire qu'il faut qu'il en prenne conscience et qu'il change ses pratiques, et à la fois travailler avec l'industriel qui est susceptible de réincorporer la matière triée sur laquelle il y a un cahier des charges serré, parce que ces industriels ont l'habitude de travailler avec de la matière, on va dire, très très propre. Un bout de carton dans du plâtre, par exemple, va être mal... Enfin, peut-être que mauvais exemple sur le plâtre parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Par exemple, sur la laine de verre, ils ont l'habitude de voir vraiment du minéral nickel, quoi. Le tas, il est complètement homogène en termes d'aspect. Et donc, voir un bout de papier, ça fait pas propre. Et tout de suite, ça gêne. Alors que quand on va les voir, qu'on en discute, qu'on explique pourquoi ce bout de papier il est là, parce que du coup on utilise des outils mutualisés et qu'en fait le bout de papier il va être brûlé dans leur process et qu'en fait ça contamine pas, voilà, on avance étape par étape. Alors, tout à fait, je crois que c'est un des enjeux des déchets du bâtiment, c'est qu'il y a des quantités très importantes, hein, vous avez entendu 46 millions de tonnes, mais que leur spécificité ce sont des déchets sales. C'est-à-dire que même si on les trie bien, il y a toujours le petit scotch qui va bien, la poussière, le bout de plâtre qui est attaché au bout de bois ou le bout de métal qui est attaché au bout de plâtre. Et ça, les industriels, effectivement, c'est difficile pour eux puisqu'ils ont l'habitude de traiter de la chute de fabrication, donc quelque chose de propre. Donc c'est tout l'enjeu des déchets du bâtiment, hormis le sujet où on va arriver, c'est-à-dire l'évolution, la REP, le tri encore plus poussé. Mais la particularité de ces déchets du bâtiment, c'est qu'ils sont très importants en quantité, mais difficiles à traiter parce qu'ils sont, sans que ce soit un gros mot, sales, ils sont pollués par des poussières ou des indésirables. Bon, voilà. Noémie, est-ce que tu as fini sur l'état des lieux ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Peut-être pour enclencher l'ouverture que tu as fait tout à l'heure, le gros enjeu pour ces entreprises qui existent aujourd'hui, qui travaillent au développement de nouvelles filières, qui travaillent à la recherche de nouveaux partenariats, le gros point d'interrogation qui arrive, c'est quelle est l'organisation de demain. Et cette organisation, elle impacte tout le monde. Elle impacte et nos clients, et nous, et nos filières derrière. Donc voilà, la REP pour nous, c'est beaucoup d'enjeux d'organisation et d'accompagnement de l'ensemble des acteurs. Donc merci pour cette merveilleuse transition. Noé, je vais te poser en premier la question de l'incidence de la REP sur ton métier. Si j'ai bien compris, donc l'AGEC fixe 5% comme objectif de réemploi. L'AGEC, la loi anti-gaspi, économie circulaire. Ces 5% pour toi, c'est quoi? C'est déjà atteint? Aujourd'hui, on en est à 0,2%. Est-ce que c'est pas assez ambitieux, trop ambitieux? Quelle est ton appréciation de cet objectif fixé par la loi AGEC et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre en place pour l'encourager et peut-être aller au-delà? Alors déjà, ces 5%, il y a une problématique, c'est qu'on ne sait pas si c'est en tonnes, en énergie ou en carbone en fait aujourd'hui. Donc déjà, il y a une appréciation que tout le monde peut faire. A priori, enfin, il n'y a pas eu de précision encore là-dessus. Si vous prenez... alors, tout le réemploi en fait ne s'équivaut pas en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il y a des matériaux en fait qui sont très lourds. Donc où en tonnage on peut facilement atteindre des chiffres relativement élevés, mais qui en carbone en fait ne représentent pas grand-chose. Je parle par exemple, si on peut parler de réemploi, nous on essaie de le faire passer comme ça, quand vous faites du béton de réemploi ou plutôt avec des granulats issus du réemploi. On peut très vite atteindre en fait ce seuil de 5%, puisque quand vous construisez un bâtiment neuf et que ce bâtiment-là a une structure en béton, si en gros les 30% de granulats que vous allez utiliser, et vous êtes autorisé à utiliser 30% de granulats sur les 30% total de granulats que représente en fait le poids du granulat dans le béton dans son entièreté, ce qui vous fait 10% du béton au total, vous pouvez y arriver assez facilement. Après, la problématique, c'est que si on s'intéresse en fait à des éléments qui sont non structurels, donc qui en poids représentent beaucoup moins de choses, là, c'est beaucoup plus compliqué. Puisque on va parler en fait principalement de second œuvre. Le second œuvre, pourquoi c'est compliqué? Et vous venez de le dire en fait tous les deux, que ce soit pour le déchet, il y a cette question culturelle là. Ça a vieilli, c'est pas neuf, c'est pas lisse, il y a des taches. Bien sûr que on peut le nettoyer, bien sûr qu'on peut le retraiter, mais ça aura toujours en fait un aspect qui n'aura pas l'aspect du neuf. Et ça, on va dire pour l'atteinte de ces 5%, je dirais que c'est un des principaux freins, c'est le frein culturel. Oui,
Bah oui, ça n'a pas l'aspect du neuf, mais en même temps, le neuf, c'est extrêmement récent dans l'histoire de l'humanité. Ça a quoi? Ça a un siècle et demi. Il ne faut pas oublier qu'on réemployait beaucoup. Dans l'histoire de l'humanité, on a toujours réemployé. Le matériau neuf, ça a quoi? Ça a 150 ans en fait dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Révolution industrielle, moteur à vapeur, génial. Ça coûte moins cher en fait de faire travailler l'énergie plutôt que des êtres humains. On arrive à rationaliser tout ça dans des outils. Seconde Guerre mondiale, il faut reconstruire, donc il faut aller vite, il faut aller très fort. Donc le neuf est toujours là, alors que petit rappel, si les pyramides de Gizeh font la tronche aujourd'hui ou si le Forum de Rome est dans cet état, c'est pas l'érosion, c'est pas le vent, c'est pas la pluie. C'est juste qu'il y a un moment où on s'est dit les pharaons c'est fini, mais il va falloir reconstruire, enfin il va falloir construire au Caire, donc on va se servir. Le Forum de Rome, les religions polythéistes c'est fini aussi. On est sur du monothéisme, donc en fait le temple romain n'a plus d'intérêt, on va construire des églises avec. C'était aussi simple que ça au final. Donc aujourd'hui, on est toujours sur cette logique culturelle, en tout cas dans le bâtiment, ce qui n'est pas le cas en fait lorsque vous achetez une voiture, lorsque vous achetez un téléphone. Vous êtes tous très capables d'acheter une bagnole d'occasion, un téléphone d'occasion, mais dans le secteur en fait de la construction, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion en fait de concurrence qui est assez forte entre les promoteurs immobiliers, et les foncières. Il faut avoir en fait des bâtiments qui soient très qualitatifs. Donc, quand vous êtes un preneur ou un acheteur, vous n'attendez pas vraiment à avoir des matériaux issus du réemploi, entre guillemets d'occasion, c'est pas le bon terme, mais issus du réemploi qui ne ressemblent pas à une construction neuve. Donc, ne serait-ce que de faire un pas en avant et de dire bon, en fait, ça ne ressemble pas à un matériau neuf, mais ça me convient. Allons-y. Donc là, ça permettra de faciliter justement cette atteinte-là des 5%, déjà si culturellement des gens en ont envie. Après, effectivement, 5%, que ce soit en tonnage, en énergie ou en économie carbone. C'est vraiment pas rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ou peu de filières, encore une fois, et je le redis, qui existent. Donc en fait, le choix du réemploi, il n'est pas si simple en fait que ça aujourd'hui, parce que quand vous ouvrez les yeux et qu'on vous dit dans votre cahier des charges que ce soit du promoteur, mais surtout de l'aménageur ou de l'État, oui, si on se retourne et qu'on se dit voilà, où est-ce que je pourrais trouver des matériaux réemployés, il n'y a pas 36 filières en fait existantes aujourd'hui, et c'est tout l'intérêt en fait de l'État, et ça a toujours été comme ça, parce que sinon, je pense que très rapidement on finirait au bâtiment le moins cher comme d'habitude. C'est tout l'intérêt de l'État, c'est justement de pousser réglementairement pour qu'il y ait des avancées. Ça a été le cas donc pour l'enveloppe thermique des bâtiments avec les différentes réglementations thermiques. Au final, qui paye l'amélioration? C'est le privé. Et donc là, sur le réemploi, c'est pareil, je pense, c'est que voilà, l'État se dit, il y a des enjeux carbone qui sont au-delà en fait de nos métiers, qui sont au-delà de nos économies. On va l'inscrire dans la loi. Ça va créer justement de l'offre et il y a des industries qui vont se créer. Enfin, je pense que c'est ce qui risque en fait de se passer. Donc pour finir sur les 5%, à l'état actuel des choses, vraiment pas simple. Hormis si on arrive à maximiser ça en fait dans des matériaux qui sont lourds, donc dans la structure. Seconde œuvre encore assez compliquée culturellement et en termes de filières, mais en tout cas ça va pousser à ce qu'il y ait des filières en fait qui se créent. Merci beaucoup. Myriam, je vais vous solliciter concernant cette REP. Donc on entend Noé, de la structuration industrielle des filières, de l'évolution des cultures, des mentalités. J'abonde complètement. Malgré tout, dans la REP, il va y avoir un nouvel intervenant qui s'appelle l'éco-organisme. On ne connaît pas exactement encore son positionnement, mais il va être là, il va être nouveau. Donc juridiquement, dans les relations qui étaient avant B2B, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous voyez de nouveau, que ce soit du côté déchets ou du côté réemploi? Alors, l'éco-organisme, normalement, va être un peu moins impliqué sur le réemploi. Mais malgré tout, quelle en est votre vision donc, de l'arrivée de la REP par rapport à ce nouvel intervenant? Merci. Oui, effectivement, la loi AGEC, comme je le disais tout à l'heure, va modifier certainement les rapports de force en présence dans le secteur des déchets du bâtiment. Alors, comme vous venez de le dire, sur le réemploi à proprement parler,
l'éco-organisme sera a priori moins mobilisé. Malgré tout, cette question, le réemploi et le fait que la loi AGEC aussi opte pour la promotion du réemploi via la possibilité de réemployer directement, donc effectivement sur chantier avec validation par un opérateur compétent pour dire que les caractéristiques du produit sont suffisantes pour être réemployées, pose déjà une question de responsabilité que les acteurs en présence aujourd'hui essayent de régler, notamment je pense aux assureurs et aux bureaux d'études qui essayent de se mettre d'accord sur la question de savoir comment cet opérateur va valider la possibilité de réemployer. Est-ce que sa responsabilité sera engagée ou non? Est-ce que les assureurs doivent assurer? Quelles vont être les conséquences si le matériau réemployé s'avère plus tard défectueux? Toutes ces questions ne sont pas encore résolues, mais évidemment, l'idée serait de parvenir à un accord. Donc, de ce point de vue-là, il va falloir distinguer, comme je le disais aussi un petit peu déjà tout à l'heure en amont, les rapports entre personnes privées entre elles. Tout ça va s'organiser via essentiellement des contrats, et notamment les contrats d'assurance, et les rapports qui peuvent découler entre un producteur ou une entreprise de la construction et l'administration, le cas échéant, qui interviendrait. Donc ça, c'est un premier point. Sur la REP en tant que telle, et effectivement la REP des déchets du bâtiment telle que prévue par la loi AGEC, l'arrivée des éco-organismes risque, oui, très certainement de modifier les rapports en présence. Pour plus spécifiquement, évidemment, toute la gestion des déchets, mais aussi pour les hypothèses de réutilisation. Et de ce point de vue-là, il faut dire que la nature de la REP qui va être mise en place n'est pas encore définie ou n'est pas encore certaine pour la filière dans son ensemble et pour les sous-filières. Si une REP opérationnelle est mise en place, il est certain que la question de la responsabilité de l'éco-organisme devrait être appréhendée, puisque celui-ci pourra être considéré dans le cadre de cette REP opérationnelle comme détenteur des déchets et intervenant direct dans la chaîne de traitement. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que la REP soit financière. Exactement, pour que les rapports soient plus clairs entre les acteurs en présence, comme c'est le cas jusqu'à présent. Parce que dans cette hypothèse, nous n'aurons pas l'arrivée d'un nouveau potentiel responsable. Et effectivement, nous n'aurions pas à traiter la complexité de ces nouveaux rapports dans les contrats avec les responsabilités que ça engendre. Mais effectivement, la loi prévoit bien que si on passe par de l'opérationnel, l'éco-organisme qui pourvoit la gestion des déchets peut être qualifié de détenteur. Et donc, effectivement, c'est encore une responsabilité potentielle qu'on ajoute. C'est pour ça que chez Fédérec, on essaye de convaincre tout le monde qu'il est mieux que l'on conserve cette responsabilité puisqu'on la supporte depuis des années et que donc, le modèle financier est sûrement un des meilleurs. Effectivement. Bon, c'était une boutade. Malgré tout, il y a quand même du fond. Vous voulez continuer à développer ou je passe la parole à Noémie? Donc Noémie, la question de la REP, c'est qu'on va trier beaucoup plus, donc on va avoir beaucoup plus de quantité, comme on a vécu par exemple sur le bois ces dernières années avec la mise en place de Écomobilier et Valdelia, même si on ne doit pas citer de nom. Donc on va avoir beaucoup de tonnes complémentaires qui vont arriver, puisqu'on va trier encore plus, parce que la contrainte va faire qu'on va trier encore plus. Et donc est-on sûr qu'on va savoir quoi faire de toutes ces tonnes et on va savoir donc les réincorporer sereinement? Je crains que la réponse ne soit pas complètement oui. Alors, je vais essayer de répondre simplement à cette question qui a plusieurs paramètres. Je ne sais pas si on va collecter plus, parce que mis à part les dépôts sauvages, globalement, on collecte tous ces déchets-là, donc on avait déjà des solutions pour les volumes. Oui, par contre, les standards ne seront pas les mêmes, effectivement, et peut-être pas apportés par le même biais. C'est-à-dire que pour répondre à un appel d'offres, ce qu'on a pu constater sur d'autres filières REP, c'est que soit on n'avait rien, soit on avait tout. Donc pour certains acteurs, on se retrouve avec plus les volumes qu'on avait, et pour d'autres, avec trop de volumes. Ça, c'est un sujet. On saura s'adapter, je pense, on sera trouver des solutions. Par contre, effectivement, sur les flux triés à la source, et c'est peut-être aussi quelque chose que cherchaient les pouvoirs publics, l'incitation de la reprise à zéro selon certains critères de tri va effectivement normalement ramener plus de tonnes. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas. Peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que c'est de ça qu'on cherchait. Par contre, effectivement, derrière se pose la question des filières. Donc ça, c'est notre métier jusqu'ici, d'essayer de trouver des filières pour consommer tous ces matériaux. Si on continue d'avoir cette responsabilité de trouver les filières, on saura trouver quelque chose.
Si on se retrouve avec un interlocuteur tiers qui nous dit tu prends tant de tonnes, je m'en occupe et se trouve les filières et que le jour il sait pas faire, il se retrouve avec plus rien derrière, les risques d'incendie c'est pour nous. On est d'accord, mais donc justement, c'était pour ça ma question, c'était à la source, effectivement, globalement, les volumes vont être sensiblement les mêmes, mais à la source, on aura normalement un peu moins de mélange, donc des déchets qui seront plus valorisables parce que plus triés en amont et donc mieux gérables dans nos installations. On l'a vu sur le bois, bon bah avant une table, un meuble qui était avec un piétement métallique et une table et un plateau en bois, des fois parce que la main-d'œuvre pour séparer tout ça pouvait partir dans l'incinération ou l'enfouissement, la démarche a poussé à faire ressortir ce bois d'un côté et le métal de l'autre. Bon, l'exemple n'est pas complètement exact puisque c'était pas à la source, c'est dans la préparation que ça a été fait. Mais c'est dans cette optique-là, je veux dire, les volumes globaux vont rester les mêmes ou les tonnages globaux vont rester les mêmes. Peut-être qu'ils vont être segmentés de manière différente. De toute façon, la loi pousse à ce qu'il y ait moins d'enfouissement, moins d'incinération pour privilégier des filières de recyclage. Est-ce que le tissu industriel français est bien équipé pour absorber ces tonnes complémentaires ou est-ce qu'on devra aller, à ton goût, chercher un petit peu plus loin en Europe d'autres filières? Question piège, bien sûr. Ouais, question piège parce que du coup je n'ai pas une connaissance internationale. Non, enfin on trouvera des filières. Enfin il n'y a pas de souci, c'est notre métier, on sait aller les chercher. Enfin je veux pas m'engager pour tout le monde, mais a priori il y aura. Enfin, faut pas retenir le côté de on saura pas quoi en faire. Mais par contre ça risque de quand même bouchonner à certaines étapes. Qu'est-ce que je peux dire pour corriger un petit peu plus? Il y a quand même une question d'organisation par rapport à tout ce qui est traçabilité, qui est liée vraiment à l'éco-organisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ces déchets-là sont réglementés. Nous sommes des installations qui respectons le droit de l'environnement avec du coup des conditions, enfin tout ce qui est réglementation liée aux ICPE. Ces déchets-là aujourd'hui peuvent être traités en mélange avec d'autres déchets générés avec des industriels ou en tout cas mêlés avec des flux industriels. Si demain tous les déchets du bâtiment doivent être segmentarisés sur un domaine bien spécifique pour répondre à des problématiques de traçabilité, donc uniquement administratives et donc pas de l'ordre de la performance, effectivement, on peut avoir des problématiques sur nos sites, de toutes les tailles, hein, que ce soit, je ne peux pas parler pour elles, mais les collectivités qui organisent des déchetteries auront aussi des problématiques de place. Sur les déchetteries qui accueilleront des professionnels aussi, on va avoir des problématiques de place. Sur les déchetteries qui trieront, qui surtrieront ou trieront en mélange, là aussi on peut avoir des problématiques. Enfin voilà, il y a quand même toute une organisation à revoir éventuellement en fonction des attentes de l'éco-organisme et des questions qui pourront se poser de est-ce qu'on est là sur de l'administratif pur et est-ce que du coup c'est très performant ou pas. Merci. Bon, on commence à arriver à la fin de nos présentations, l'exposé de ce qu'on voulait vous dire. Donc on a un petit sujet terminal qui est la confrontation entre le réemploi et le recyclage, puisque d'un côté, par la REP, les déchets, s'ils sont bien triés, si ceci et si cela, peuvent être gratuits. Et l'autre côté, Noé nous l'a dit, le réemploi, ça coûte. Donc effectivement, est-ce que la REP ne va pas tuer un peu le réemploi? Bon, c'est une réflexion qu'on va partager avec vous avant. Dans le cadre de la respiration de la conférence, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors la première est toujours la plus difficile, mais n'hésitez pas. J'espère que vous avez été convaincu ou que ça a suscité des interrogations sur ce que vous avez entendu. Donc avant qu'on rebondisse sur notre deuxième réflexion sur le réemploi et le recyclage, si vous avez une question, ça peut être maintenant. Non, vous êtes absorbé par ce qu'on vous dit. Si, monsieur. Oui, j'ai entendu parler du matériel électrique. Vous pensez qu'on peut réemployer du matériel électrique ou c'est pas du tout le cas? Alors là, il y a une question piège parce qu'en plus derrière, il y a une REP. Mais Vous parlez de quel type de matériel électrique? Ah, pardon. Quel que soit le matériel électrique, par exemple des disjoncteurs ou des luminaires. En fait, le plus simple des réemplois sur le matériel électrique, c'est effectivement de le conserver en fait sur place, parce que là,
justement vous n'avez pas ou pas grand chose à faire, que ce soit du câblage électrique, de la prise électrique, du luminaire ou je ne sais quoi. En revanche, pour faire du réemploi donc ex situ sur un autre site, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que les normes en fait changent très régulièrement. Pour une raison ou pour une autre. Les normes changent très régulièrement, donc c'est-à-dire qu'il va falloir vérifier, surtout adapter. Par exemple, les luminaires, il faut adapter les luminaires en fait en conséquence. Parce que vous récupérez un luminaire d'à 10 ou 15 ans, il y a de fortes chances qu'il faut que vous changiez la douille ou je ne sais quoi. Vous parlez des disjoncteurs par exemple, donc ça c'est pareil, c'est très difficile en fait de vérifier qu'un disjoncteur aujourd'hui il va sauter à tel ampérage, voltage pour qu'il soit réemployé sur un autre site. Donc il y a tout doucement, on se pose en fait, il y a des sociétés en tout cas qui se posent la question du réemploi du matériel électrique parce que c'est du matériel globalement qui coûte cher, qui peut en fait ne pas avoir été si utilisé que ça au final dans le temps. Là, je parle maintenant par exemple de matériel thermoélectrique que sont les groupes électrogènes. Par exemple, ces groupes électrogènes, il y a des sociétés qui se placent en fait sur le réemploi de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bâtiments où il y a toujours des groupes électrogènes au R-1, au R-2 et ces moteurs de bateaux en fait n'ont tourné qu'une cinquantaine d'heures en l'espace de 30 ans. Donc en fait, c'est du matériel qui est quasiment neuf. Donc pour ça, il y a des sociétés qui se placent et qui vous payent en fait pour récupérer ce matériel-là. Mais encore une fois, sur des équipements techniques et notamment de sécurité tels que le matériel électrique, c'est pas le plus simple en fait à réemployer. Si je peux compléter, il y a, si je crois bien, par exemple des gens comme Électriciens du Monde qui vont récupérer des matériaux simples comme le câble, et qui vont faire en sorte de le réemployer. Bon, et ça touche un peu le sujet que je voulais aborder ensuite. Vous avez parallèlement à ça une REP qui est sur les D3E et qui fait que si vous ne le réemployez pas, ça devient un déchet et que ce déchet est gratuit puisqu'il est pris en compte par l'éco-organisme gratuitement. Donc on voit justement cette ambivalence où il y a la possibilité du réemploi, mais elle n'est pas simple, elle n'est pas intuitive. Et de l'autre côté, un déchet qui, comme c'est déjà un peu structuré, va être gratuit. Une autre question? Alors vous êtes très nombreux, on en est très heureux, mais vous n'avez pas de questions. Donc on va... Ah, une question. Bonjour. Autre question sur les réemplois. Est-ce que aujourd'hui, pour avoir testé, c'était compliqué, mais est-ce que réemployer des fenêtres, donc du clos couvert, donc quelque chose qui maintient l'étanchéité du bâtiment, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas impossible, mais c'est compliqué pour plusieurs raisons. Ne partez pas de cette conférence en vous disant le réemploi, c'est compliqué. C'est culturel. C'est pas simple aujourd'hui, mais il faut se poser en fait des questions d'ingénierie pour pouvoir et d'industrie en fait pour pouvoir y résoudre, mais qui sont pas, ça prend du temps, mais c'est pas si complexe que ça. Les menuiseries, ça pose une première question qui est une question architecturale. C'est-à-dire qu'au moment où je dessine mon bâtiment, au moment où en fait je dépose mon permis, est-ce que je vais avoir en fait la menuiserie que j'ai dessinée en stock dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, au moment où on va les mettre en œuvre? Ou si j'inverse en fait le sujet, c'est est-ce que je fais avec les menuiseries extérieures que j'ai déjà à disposition ou qui sont stockées? Si elles sont stockées, en fait, le stock coûte cher. Donc là, va directement y avoir une question de prix en fait derrière ça. Mais encore une fois, c'est pas impossible. Les chantiers de déconstruction, vous pouvez stocker sur site. Après, effectivement, il y a la question des performances. La menuiserie déjà, plutôt la globalité du bâtiment va être soumise à la réglementation thermique. Donc vous avez les performances globales en fait de la construction. Donc effectivement, si vous réemployez des menuiseries extérieures, il y a de fortes chances qu'elles soient de moins bonne qualité thermique et acoustique qu'une menuiserie neuve. En revanche, rien ne vous empêche, si vous réemployez une menuiserie issue du réemploi, de mettre un peu plus d'isolant par ici, de mettre une ventilation double flux plutôt qu'une simple flux, pour en fait compenser les déperditions que vous allez faire par rapport à une menuiserie neuve. En revanche, là je fais ma parenthèse carbone, il y a quand même un peu de temps
entre le moment où j'utilise une menuiserie de réemploi qui effectivement va consommer un peu plus d'énergie de chauffage qu'une menuiserie neuve, mais en revanche tout le bilan carbone en fait de cette menuiserie là par rapport à une menuiserie neuve, je l'ai pas. Donc il y a un moment où les courbes vont se croiser, mais il y a quand même un peu de temps pour ça. Et pour répondre à votre question sur la partie technique, effectivement, ces menuiseries-là, donc déjà il y a un premier sujet d'une manière générale avec le réemploi, c'est le bureau de contrôle. Prouvez-moi que la menuiserie extérieure ou n'importe quel matériau de réemploi correspond à la norme. Alors ça, c'est d'une part, c'est à l'appréciation du bureau de contrôle. Est-ce que vous avez trouvé la fiche technique de la menuiserie qui a été posée? Donc ça, c'est pas trop compliqué en fait à trouver. Il y a toujours des DOE, même s'il faut toujours un peu fuiner pour les trouver. Le bureau de contrôle pourra vous demander les performances résiduelles de ces menuiseries-là. Et là, c'est là où ça se complique. C'est-à-dire que faire des tests donc air, eau, vent, thermique sur des menuiseries, ça coûte un peu d'argent. Donc ça peut fonctionner à partir du moment où vous avez un volume global de menuiserie que vous allez récupérer qui est conséquent. Je remartèle sur l'industrialisation, mais en gros, pour amortir les coûts de ces tests-là, il faut des grosses opérations ou il faut un gros stock en fait de menuiserie pour que ça puisse être rentable par rapport à du neuf de faire ça. Donc ça c'est le fond du sujet et il y aura, quand vous faites ces tests-là, ça va être également donc ça va être les mêmes tests que va vous demander votre assureur pour une biennale ou une décennale. Donc répondre justement à la norme, à ce que vous demande le bureau de contrôle, ça sera également répondre aux problématiques que vous demandez votre assureur pour assurer en biennale ou en décennale en fait votre opération. Puisqu'effectivement aujourd'hui, il y a cette question de l'assurance du réemploi qui est prédominante. Est-ce que c'est à la maîtrise d'ouvrage avec sa dommage ouvrage de prendre ça en compte? Est-ce que c'est l'entreprise de construction qui aujourd'hui est assurée pour la pose, mais est-ce qu'il doit être assuré aussi pour la fourniture? Ou est-ce que c'est le reconditionneur du matériau, s'il existe, qui prend en place en fait cette assurance-là? Bon, nous on pense que c'est au reconditionneur de faire ça, puisque ça rentre dans le circuit logique en fait de ce qu'est la construction aujourd'hui. Lorsque Saint-Gobain vous fournit un matériau, il vous l'assure, il vous le garantit. Donc dans le réemploi, dans une logique de professionnalisation de tout un secteur et de diffusion du réemploi, ça nous paraîtrait logique justement que ce soit le reconditionneur qui se charge de cette question technique, test et assurance. Tu es très complet. Myriam, est-ce que vous avez un complément justement plus assurantiel, juridique sur cette question des menuiseries qui, souvent, on le constate en réemploi, font pas mal de détournements d'usage et finissent soit en verrière, soit en couverture pour des serres, mais pas toujours pour des fenêtres dans des nouveaux bâtiments. Non, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, mais simplement je voulais apporter la précision sur le fait que dans le bâtiment spécifiquement, le législateur est venu nous dire aujourd'hui, un opérateur, un bureau d'études par exemple, peut dire ok, je valide, c'est bon pour du réemploi. Et effectivement, il n'y a pas aujourd'hui de texte réglementaire, c'est ce que j'évoquais, qui nous dit exactement quel est cet opérateur, est-ce qu'il va falloir un agrément ou pas. Enfin, ça reste assez ouvert. Donc, certes, effectivement, on a le fonctionnement avec les fiches techniques produits, etc., qui offrent déjà des garanties. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être aussi un positionnement à avoir pour les opérateurs du secteur et aussi pour le pouvoir réglementaire de dire est-ce que je laisse cela ouvert et je laisse les acteurs privés s'organiser entre eux ou est-ce que je viens désigner plus précisément quels vont être ces opérateurs, est-ce qu'il faut que je les agrée ou pas et quelles garanties ils vont devoir offrir. On va voir comment aussi l'administration va se positionner par rapport à ça et au niveau des assurances, en revanche, comme je vous disais, les questions ne sont pas encore parfaitement réglées. Et c'est vrai que la grande difficulté en la matière, c'est aussi provient aussi de la possibilité d'une apparition tardive des défaillances dans le cas des matériaux réemployés. Alors, on peut se rassurer en se disant que ce n'est pas un problème propre au secteur du bâtiment. Les juristes, en tout cas, on a déjà eu ces problématiques, notamment dans le secteur agricole, par exemple, où là aussi, on a pu avoir une forme de réemploi, on va dire, notamment des boues, par exemple. Et s'est posé aussi la question de la responsabilité éventuellement des agriculteurs lorsque les pollutions apparaissent ultérieurement ou les problèmes tout simplement apparaissent ultérieurement. Donc il est certain que là aussi il va y avoir peut-être des chartes à mettre en place avec les assureurs pour garantir et sécuriser les opérations de réemploi.
Oui, alors c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement dans la réincorporation, il y a le sujet de l'identification du produit en amont. Donc là, on n'est plus sur le recyclage et la valorisation que sur le réemploi. Parce que comment est-on sûr, il faut que les diagnostics soient bien faits, mais qu'une plaque de plâtre dont on va faire une nouvelle matière première issue du recyclage n'a pas de fibre d'amiante dedans? Comment est-on sûr qu'un bois n'a pas de particules créosotées pour que demain, je reprends la marque que tu as déjà citée, dans ma chambre Ikea, je n'ai pas dans la fabrication avec du bois recyclé des traces de créosote, ça serait malvenu. Donc oui. Là-dessus, juridiquement, c'est sûr qu'il y a des choses à continuer à faire évoluer. Oui, tout à fait, parce que va se poser nécessairement la question de savoir si, eh bien, finalement, c'est le dernier maître d'ouvrage qui va être seul responsable ou s'il va pouvoir remonter la chaîne des personnes. Donc de ce point de vue-là, on pourrait appliquer les responsabilités classiques de droit civil et dire bah oui, pourquoi ne pas remonter jusqu'au responsable si on arrive à l'identifier de ce défaut, voilà. Et effectivement, pour éviter tout ça, et si on veut vraiment promouvoir le réemploi, il faudrait mieux sécuriser ces opérations, et la voie assurantielle est évidemment une des plus importantes. Y a-t-il une autre question? Ah oui, monsieur. Bonjour. Une petite question, tout à l'heure on parlait de la filière du plâtre et aussi de la filière de la laine de verre. Aujourd'hui, sur des chantiers qu'on peut avoir, on a d'énormes difficultés à expédier la matière en filière parce que les filières sont pour certaines saturées, il n'y en a pas beaucoup. Quelle est la pérennité de la filière? Alors c'est une question, vous n'avez certainement pas la réponse, mais aujourd'hui on a des solutions locales qui sont déjà très compliquées. Demain, quand on va mettre en place une solution nationale, qu'est-ce que ça va donner? Et j'ai une deuxième question aussi. Deuxième question, mais je m'échappe peut-être du sujet, c'est plus pour vous. Demain, avec la mise en place de cette REP, quel avenir pour les entreprises indépendantes qui, pour certaines, ne sont que collecteurs? Est-ce que demain, elles seront limitées, elles ne pourront plus récupérer des marchés en la matière? Voilà. Bon bah c'est bien, ça me laisse 10 minutes pour réfléchir au sujet. Donc Noémie, je te laisse parler sur la première, sur les filières. Sur la question des filières et de la saturation des filières, c'est un gros enjeu. C'est vrai que j'étais très optimiste tout à l'heure en disant qu'on trouverait des solutions. On peut en avoir, on aura besoin d'un coup de pouce pour du coup, lever les différents freins aux côtés du consommateur derrière. Lui peut avoir des freins techniques. Il n'a pas le droit de mettre plus de 20% de plâtre dans ses nouvelles plaques parce qu'il a besoin de répondre à des normes de construction diverses et variées. Donc est-ce que c'est du point purement assurantiel, purement juridique? Est-ce qu'il y a de la R&D à faire? La question est oui, il y a de la R&D à faire du côté d'industriel pour toujours incorporer plus de matières issues du recyclage. Il y aura peut-être une question d'industrialisation aussi à se poser avec du coup des pouvoirs publics à solliciter sur peut-être que si on a autant de déchets ou autres à générer, ça serait bien qu'on remette au niveau national d'autres usines, qu'on réindustrialise la France, mais bon du coup, bref, c'est... Ce n'est pas que toi. Voilà, et donc tous les deux, Noé et toi, vous êtes d'accord, il faut industrialiser. Pas les mêmes filières, mais il faut industrialiser et encore plus professionnaliser toutes ces actions. Et sur la laine de verre, il y a eu quand même une filière qui démarre, et il me semble qu'il y a quand même plus de gisements et d'acteurs qui se posent la question. Là-dessus, finalement, la REP peut aussi être quand même une opportunité parce que ils ont un intérêt vraiment... En plus pour le plâtre, pour le plâtre et la laine de verre qui sont vraiment des matériaux qui peuvent être recyclés en boucle fermée, c'est-à-dire que c'est un produit qui est mis pour le bâtiment, qui est réutilisé par le bâtiment. Ils ont vraiment un avantage CO2 conséquent à réutiliser leur propre matière. Et après, je ne veux pas avancer sur ce qui sera mis en place dans le cadre de la REP, mais a priori, ils auront tout intérêt à payer pour des déchets qu'ils vont récupérer eux-mêmes. Alors pour la deuxième question, écoutez, on peut faire une nouvelle table ronde de 2-3 heures, hein, je pense que ça suffira pas. Malgré tout, on va faire simple, sans être trop technique. Les REP peuvent être soit opérationnelles, soit financières. Ça veut dire quoi opérationnel? C'est l'éco-organisme se place en intermédiaire, devient propriétaire plus ou moins du déchet et se place en intermédiaire incontournable de tout l'acte de la gestion des déchets. Entre donc le producteur qui va être l'entreprise de bâtiment qui va faire le chantier
Et ensuite le collecteur, le préparateur de matière, le recycleur, par un procédé d'appel d'offres. Donc le procédé d'appel d'offres, on peut assimiler ça à un concours. Donc dans un concours, vous le savez, c'est les premiers qui gagnent et les autres, ils ne sont pas retenus. Si la REP est financière, ça veut dire que l'éco-organisme est là plus pour arriver en soutien financier à la démarche, donc faire toujours que le déchet soit globalement gratuit, puisque c'est l'idée, hein, la REP, c'est responsabilité élargie au producteur, c'est-à-dire que le metteur sur marché se responsabilise et donc prend en charge, grâce aux éco-contributions, le coût des déchets et le traitement du déchet final pour que ça ne coûte plus à ceux qui sont en train de construire et qui génèrent des déchets. Et donc là, à ce moment-là, il vient en soutien financier, il laisse la relation entre l'entreprise de bâtiment et le collecteur de déchets, le gestionnaire de déchets, qu'il soit collecteur ou qu'il aille plus loin jusqu'à la préparation de la matière. Et donc là, c'est complètement différent parce que le service qui existe aujourd'hui va perdurer et on n'est plus sur une notion de concours, mais une notion d'examen. C'est-à-dire que si vous remplissez les cases de « je suis CPE, j'ai mon autorisation préfectorale de transport de déchets et autres contraintes de notre métier », je suis agréé et donc je peux travailler. Et là, vous n'avez pas de risque de disparition d'entreprise. Donc bien sûr que dans ce cadre, FEDEREC et toutes les fédérations de la gestion des déchets sont pour développer une démarche avec une REP qui est majoritairement financière. Elle sera hybride parce que de toute façon, le cahier des charges de l'ADEME a demandé à ce que la solution finale soit hybride, mais dans hybride, ça peut être 10-90 ou 90-10. Bon. Donc nous, et pas que pour des raisons de sauvegarde d'entreprise, parce qu'il faut regarder aussi à long terme. Mais comme vous l'avez entendu, le déchet, c'est quand même une passion de nos entreprises depuis des années. Il y a un savoir-faire, il y a une réalité de service aussi sur le chantier. Aller chercher une benne sur un chantier, c'est pas aller la chercher chez un industriel qui fabrique un produit fini, c'est complètement autre chose. Donc pour toutes ces raisons, FEDEREC et les autres fédérations du déchet essayent de démontrer qu'il y a une valeur ajoutée réelle et durable à ce que la REP soit majoritairement financière. Voilà. Et donc, en corollaire, ça aidera à pérenniser des emplois et la vie des entreprises. J'espère avoir répondu à votre question. Oui. Oui, je vais simplement ajouter que les textes prévoient déjà quelques dispositions pour encadrer la façon dont ces fameux appels d'offres vont être passés et que les dispositions sont censées aussi protéger les petites entreprises du secteur. Malgré tout, elles ne sont pas toujours obligatoires, hein, c'est-à-dire que c'est plus une incitation qui est faite, qui est proposée aux éco-organismes d'aller vers l'allotissement ou enfin voilà. Après, il y a des obligations, par exemple, que certains critères vont être obligatoirement fixés dans ces fameux appels d'offres avec l'emploi de certaines catégories de salariés, etc. Je rentre pas dans les détails, mais bon, voilà, on n'est pas encore certain de la façon dont ça va être fait si une opérationnelle est retenue. Et par ailleurs, effectivement, on sait que dans la pratique, il peut être difficile pour certains acteurs économiques d'être concurrents ou dans une situation d'appel d'offres parce qu'il y a une grande variété d'acteurs et que c'est toujours difficile d'être face à de grosses entreprises. Je vous avais prévenu, le sujet peut prendre 3 heures. Malgré tout, c'est quand même pour ça qu'on essaye de travailler sur cette question de fond et que nos derniers travaux a été d'aller voir les cabinets des ministères pour au moins qu'ils puissent comparer et imposer que dans le cahier des charges des éco-organismes, il y a l'obligation de répondre aux 2 solutions financières et opérationnelles et pas seulement sur ce qu'ils aimeraient faire, mais vraiment d'avoir les 2 pour que les collectivités, enfin l'État puisse comparer en connaissance de cause, comme on fait sur un appel d'offres du bâtiment finalement. Y a-t-il une autre question? Bon,
Donc on va conclure. Donc il y avait ma petite question qui tue. Pour conclure, c'est j'aimerais bien avoir, ils sont affolés. J'aimerais donc avoir votre avis en quelques mots pour conclure sur voilà quel est le devenir du réemploi par rapport à cette REP, puisque d'un côté, donc comme tu l'as dit Noé, on a une évolution de culture à avoir, mais le réemploi, ça reste un peu voilà, très volontariste. Je dirais pas un dogme, mais vraiment une culture, une volonté de faire, parce que ça coûte plus cher, c'est peut-être plus compliqué et tout ça. Et face à ça, la REP va pousser à ce que les déchets, s'ils sont, alors avec quelques contraintes quand même, effectivement, il faut que ça soit bien trié, bien, ça va pas se faire tout seul, mais ils peuvent être gratuits. Donc pour caricaturer et aller à faciliter, est-ce qu'on risque pas d'avoir des maîtres d'ouvrage ou des entreprises qui se disent, bon d'un côté, alors je prends du temps à déposer mon truc, à le stocker, il va falloir que je prouve qu'il est réemployable et tout, et de l'autre côté, si je vais vite à le démolir, je mets pas un coup de pelle comme il y a 5 ans, mais je le dépose proprement, mais après je le mets dans ma benne dédiée à ça et ça me coûte 0, est-ce que quand même il n'y en a pas un qui risque de tuer l'autre? Noé? C'est plutôt, il y en a un qui risque de faire marchander l'autre. C'est un peu ce que... Globalement, aujourd'hui, nous, quand on demande à des entreprises de curage démolition de déposer en fait proprement le faux plancher, donc pour faire très simple, hein, nous on fournit des palettes, on leur dit voilà, vous déposez le faux plancher donc qui est bref 60-60 sans découpe, donc qui est en bon état, donc on récupère à peu près 70% en fait du matériel sur une opération qui est potentiellement réemployable, et je pense que ce modèle-là serait à peu près similaire avec la REP, c'est-à-dire que c'est trié, c'est déposé en fait proprement, et de ne pas tout mélanger en fait dans une seule benne. Donc je pense qu'en fait sur la méthodologie que nous on demande aux entreprises de curage démolition et la méthodologie REP va être relativement en fait similaire. Donc effectivement l'entreprise de curage démolition aujourd'hui, les retours d'expérience qu'on a, c'est qu'ils prennent à peu près 10% de temps supplémentaire par rapport à une démolition simple, classique. En revanche, effectivement, si ils nous cèdent ces éléments-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de payer justement pour la revalorisation de ces déchets-là. Donc, il y a un intérêt économique en fait actuel pour les entreprises de curage démolition de nous céder le matériel pour qu'on puisse nous le réemployer. Alors voilà, tu l'as dit, c'est actuel. Demain, si le déchet devient lui aussi gratuit, est-ce que l'intérêt ne va pas se minimiser? Est-ce que ce n'est pas un risque au réemploi? On va être sur la question combien tu payes pour qu'on puisse le récupérer, hein. Soyons très clairs en fait là-dessus, hein. C'est ce qui va se dérouler dans une logique marchande assez probable. Et c'est déjà quasiment ce qui se passe aujourd'hui, quoi. C'est les entreprises de curage nous disent j'ai bien compris que c'était un marché pour toi. Donc, pourquoi est-ce que je n'aurais pas en fait quelques euros pour récupérer, en fait, pour te céder ce matériel-là? Ça, la conclusion de tout ça, c'est que, en fait, c'est l'acheteur qui va payer en fait le prix de cette récupération-là. Donc, je pense que la REP va rendre le réemploi encore plus cher aujourd'hui. Et d'où difficulté, sauf, et c'est là où il peut y avoir en fait une logique inverse, c'est de se dire que le client au final, il n'a pas juste un bâtiment en général, il en a plusieurs. Et donc là, je pense que la question sur laquelle, à mon avis, nous on va se battre, c'est de se dire que, vous voyez, avec la REP, le déchet ne coûte plus rien, donc il va partir en filière de recyclage. En revanche, vous, à travers déjà vos envies, parce qu'il y a quand même beaucoup en fait de maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques ou privées, qui ont envie de faire du réemploi. Et je citerai notamment le booster du réemploi qui fédère une trentaine de maîtrises d'ouvrage qui ont envie de faire du réemploi, qui sont eux-mêmes propriétaires de leur bâtiment. Donc quelque part, ils sont propriétaires des gisements de matière qui vont céder à la REP. Il y a un moment, si pour une raison économique, ce matériau-là dont ils ont besoin justement sur leurs futures opérations part en filière de recyclage plutôt qu'en réemploi, je pense que oui, nous on va traiter directement en fait à la maîtrise d'ouvrage pour nous assurer que ce gisement-là revient bien dans les filières de réemploi plutôt que de passer justement par la propriété ou la négociation avec l'entreprise de curage démolition. Bon, donc si j'entends, ce n'est pas que culturel, c'est aussi un problème de sous.
malheureusement se résume bassement à des problèmes économiques, surtout après le Covid où tout le monde se pose la question de comment je vais finir mon année, qu'est-ce que je vais faire en 2022. Mais je vous rappelle que le Covid aussi nous a prouvé que il y a, et là je dézoome plutôt, il y a un vrai problème de tension sur les matières premières, il y a un vrai problème de tension sur les marchés. Comme on a pu le voir là, c'est pas juste en fait les prix des matières premières qui augmentent, c'est leur disponibilité. C'est-à-dire que si une usine récupère de la matière qui lui coûte 2 fois plus cher, à la rigueur, c'est pas très grave parce qu'au final, c'est le client final qui va payer. Donc, cascade en fait de l'argent. Donc en fait, tout ça va coûter plus cher. Ce qui est super dangereux, c'est quand les usines ou les chantiers n'ont pas accès à la matière. Parce qu'une usine qui n'a pas de bois pendant 15 jours pour fabriquer du faux plancher, c'est 2 semaines de coût fixe. Et ça, si ça se répète 3-4 fois dans l'année, ça tue des industries. Et ça crée des retards sur les chantiers également. Donc ça crée des pénalités pour les entreprises de construction. Et ça peut tuer des boîtes. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros risque de tout ça. Et si je dézoome encore un peu, au petit jeu de qui a de la matière et de l'énergie dans le monde, bah, c'est pas l'Europe, hein. En tout cas, l'Europe, on a la chance d'avoir du bois, de la flotte et du soleil. Par contre, je peux vous dire qu'en termes de ressources matérielles et énergétiques, on n'est pas très bien lotis. On avait dit qu'on finissait sur quelque chose de positif. On avait dit... Positif. Mais Myriam va être positive. Je vais finir sur quelque chose de positif. Justement, si on sent qu'il y a des tensions sur les matières, faisons le maximum de recyclage, faisons le maximum de réemploi pour éviter justement de dépendre en fait d'autres continents, quoi. Et ça stabilisera d'une part pas juste en fait la question de la matière, pas juste la question de l'énergie ou du climat, mais ça stabilisera nos économies et nos sociétés, les entreprises comme la société civile. Merci Noé. Myriam ? Oui, non, moi je rejoins totalement tout ce que dit Noé et notamment sur l'aspect culturel. Et pour le petit point réglementaire, on peut espérer quand même que la commande publique qui, elle, se voit imposer et que les collectivités, les établissements publics qui se voient imposer le réemploi par des pourcentages précis établis puisse être un peu moteur dans cette évolution. Alors effectivement, dans le secteur du bâtiment, pour l'instant, c'est surtout une incitation. Elle veille à intégrer des matériaux réemployés. C'est une obligation dans d'autres secteurs. Bon, il y a le cas des bâtiments préfabriqués, mais c'est assez, voilà, c'est assez particulier. Mais voilà, les personnes publiques ont un rôle à jouer quand même dans cette transformation. Oui, les textes effectivement incitent la commande publique à aller dans ce sens-là. Oui. On veillera à ce que ça y aille et que ça soit un moteur pour que le privé suive. Noémie, pour conclure, un mot sur le sujet. Non, mais on a bien dit que je vois vraiment tous les acteurs à impliquer, depuis celui qui commande jusqu'à celui qui produit aujourd'hui le déchet qui sera la ressource de demain, et de la réindustrialisation pour pouvoir la consommer localement pour pas dépendre des autres pays. Enfin, l'économie circulaire, quoi. Écoutez, je vous remercie tous, déjà vous trois, pour votre implication et votre enthousiasme dans cette table ronde. J'espère que ça vous a tous passionnés. Fédérec vous invite à 14h pour une nouvelle table ronde qui est sur le sujet sur comment vont évoluer la gestion des déchets sur un chantier. Nous aurons la chance d'avoir la présence du patron d'un éco-organisme et un dirigeant de la FFB, ainsi qu'un bureau d'études spécialisé dans le suivi des déchets de chantier. Donc encore, j'espère, une table ronde passionnante à 14h ici. Je vous remercie tous et à très bientôt. Au revoir.